on s'en va au Maroc aujourd'hui avec notre Georges Goma national. Bonjour Georges. Bonjour Caro. On va parler de l'industrie automobile. Bien sûr, on avait entamé une série de chroniques la semaine dernière. Et tu as un invité au bout du fil, Jean-Marc Sobot, qui est journaliste. Bonjour Monsieur Sobot. Bonjour Carole et bonjour à tous les auditeurs. Voilà. Alors, les salutations étant faites, allons du côté du Maroc. Georges. Il va faire certainement plus chaud là-bas. Il va faire certainement plus chaud. Et étonnamment, on va en apprendre plus sur l'industrie automobile là-bas. Tu nous en avais glissé un mot la semaine dernière, mais alors je suis assez étonnée tout de même. Voilà, l'étonnement, je crois que tout le monde, beaucoup de gens sont étonnés quand même. Parler de l'industrie automobile en Afrique, on n'est pas habitué à cela. Malheureusement, avec Chronique d'Afrique noire, on a eu l'habitude quand même de parler l'Afrique un peu sous un mauvais temps. Tu vois un peu. Bon, mais et pourtant l'Afrique, il y a des belles choses. Il y a des belles choses qui se font. Et donc, bien sûr qu'on fabrique des voitures en Afrique. C'est pas comme les grands constructeurs mondiaux connus jusque-là qui inondent tous les marchés du monde entier des belles voitures. Mais il y a quelque chose qui se passe en Afrique. Il y a quelque chose qui se passe en Afrique. Et aujourd'hui, nous allons... On va espérer que ça va être contagieux, ce virus-là. Il faut que ça soit contagieux. Et c'est pourquoi, évidemment, nous nous faisons le bonheur, n'est-ce pas, de présenter ces choses-là, de découvrir ces choses-là, pour qu'évidemment ça puisse essaimer en Afrique. Nous allons au royaume chérifien. Le Maroc est souvent appelé le royaume chérifien. Qui a une tradition politique séculaire. Maintenant, c'est un royaume. Avant le roi actuel, Mohamed V, je pense, il y avait le roi Hassan II du Maroc. Et commençons quand même par dire que le royaume a un positionnement géopolitique et géostratégique très fort. Pas seulement par rapport à l'Afrique, mais aussi par rapport au monde et par rapport à l'Europe. Vous savez, le détroit de Gibraltar, c'est là où on traverse, n'est-ce pas? On part de l'Afrique pour aller en Europe, en Espagne, le détroit de Gibraltar. Et puis Tanger est bien connu comme étant, n'est-ce pas, la porte d'entrée, n'est-ce pas, en Europe. Alors, venons donc à cette industrie. Je sais pas, peut-être aussi Jean-Marc, en tant que journaliste, peut nous dire quelque chose aussi sur ce positionnement du Maroc en Afrique et dans le monde, Jean-Marc. Oui, voilà, il faut préciser que le Maroc, c'est une ancienne colonie française, c'est un pays qui est comme au nord de l'Afrique, c'est ce qu'on appelle l'Afrique blanche, c'est au nord de l'Afrique donc, et par conséquent, ce qui se passe dans le Maroc en matière automobile, c'est complètement différent de l'Afrique au sud du Sahara, donc de l'Afrique noire, dans tous les pays d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, donc parmi lesquels la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Congo, et tous ces pays-là c'est un scénario complètement différent. Le Maroc doit un peu son offensive dans l'industrie automobile à sa coopération avec la France. Donc il y a la Somaca, la société marocaine de construction automobile, qui est la première qui a été construite à la matière. C'était dans les années 1959, à l'initiative du gouvernement du Marocain, mais avec l'assistance de Fiat et de Simca. Simca, c'était franco-italien. Fiat, c'est complètement italien. Donc, c'est donc à partir de 1959 que ça commence, mais le gros de l'affaire, l'explosion, c'est avec l'arrivée de Renault à Tanger. Tanger dont parlait le professeur Goma tout à l'heure. Donc Renault, c'est français bien sûr, s'installe à Tanger donc, et ça fait que on va tout de suite en 2015, on a une production qui est de 229 000 unités pour Renault.
Renault-Nissan. Renault-Nissan, c'est bien entendu la succursale de l'autre Renault qui est en France. Et donc, 59 028 unités par Somaca. Donc, Somaca, c'est celle dont on parlait, qui a été créée par le gouvernement, mais qui est détenue aujourd'hui, tenez-vous bien, à 80% par Renault. Okay. Donc, alors ça, c'est un contexte assez particulier. C'est que il y a beaucoup de choses qui sont produites sur place. Il y a jusqu'à 170 sites de production de pièces, de toutes sortes de choses qui contribuent à cela. Ouais. Et on vise quel marché? Le marché africain principalement, ou on renvoie les autos en France? Oui, mais là je vais renforcer un peu ce que vient de dire Jean-Marc avant de venir. Évidemment, la question est bonne. Elle est très bonne parce que... Allons-y dans l'ordre. Oui, absolument. Mais il faut savoir que l'aventure automobile au Maroc, il y a ces deux versants, comme tu as annoncé ce matin, Caroline. Il y a quand même des véhicules qui sont produits au Maroc par les grands constructeurs mondiaux. Et comme l'a dit Jean-Marc, évidemment, la France est en pole position. Et c'est pas pour rien qu'on a commencé par la situation géopolitique et géostratégique du Maroc. La porte de l'Europe. Ça a son importance, tout de même. Il y a son importance. Et l'autre importance, c'est l'influence du Maroc dans les pays subsahariens. Nous nous rappelons quand même, tous les Africains ont mangé la sardine du Maroc. Ça fait très, donc l'industrie en tout était très avancée au Maroc et a inondé les pays africains. Et en matière militaire également, il y a beaucoup de pays africains qui dépendent, n'est-ce pas, de l'expertise militaire marocaine aussi et en service secret. Ça, tout le monde le sait. Ça renforce ce positionnement géopolitique et géostratégique du Maroc. Alors, donc, parler de l'industrie automobile au Maroc, c'est ces deux versants-là. Le premier versant, c'est donc les grands constructeurs mondiaux qui trouvent que le Maroc est une place stratégique pour écouler, n'est-ce pas, leurs véhicules. Mais pas à les transporter de l'Europe ou d'Asie en Afrique, mais à les fabriquer, n'est-ce pas, sur place au Maroc. Et il y a des enjeux économiques là-dedans, parce que ça utilise beaucoup de ressources humaines également. Et il y a bien sûr Renault qui est bien installé, il y a PSA, c'est-à-dire Peugeot et Citroën aussi qui sont bien installés au Maroc, à Casablanca et à Tanger. Il y a aussi les Japonais, en fait les Asiatiques aussi qui sont là. Il y a Nissan qui s'installe. Il y a Toyota aussi qui s'installe. Il y a Ford aussi qui pense s'installer au Maroc. Et donc, la stabilité politique du Maroc fait que, évidemment, ce pays soit, évidemment, convoité par beaucoup de pays occidentaux pour venir, n'est-ce pas, produire leurs véhicules au Maroc. Voilà ce versant-là, des étrangers qui viennent produire au Maroc. Et évidemment, il y a des atouts énormes. C'est-à-dire qu'en 2012, par exemple, Jean-Marc a donné un certain nombre de chiffres, mais en 2012, par exemple, il y a 108 743 véhicules qui sont produits. Soit 83% de hausse par rapport à l'année précédente, donc 2000. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il faut mentionner que c'est une explosion. C'est une évolution fulgurante. En très peu de temps, on est passé à des chiffres extraordinaires. Et là, il est même prévu que en l'an 2000, ils vont atteindre, n'est-ce pas, le cap de 650 000 millions de voitures produites. Et ça c'est énorme. Et en passant maintenant... Oui, Jean-Marc veut dire quelque chose. Oui, je voulais juste ajouter que c'est presque la production marocaine, c'est pratiquement c'est la moitié ou un peu moins de la moitié de la production sud-africaine, par exemple. Même si les deux pays pèsent 90% de la production africaine, l'essentiel c'est en Afrique du Sud où tous les plus grands constructeurs mondiaux se sont installés. Voilà. Et pour répondre un peu à la question de Caroline tout à l'heure, c'est 90% de cette production, vous allez en être un peu surpris, exportée vers des pays comme la France encore, l'Espagne et la Turquie. Bon, évidemment, il y a
il y a l'Égypte, et il y a aussi l'Arabie Saoudite, la Tunisie, le Brésil, l'Inde, la Colombie, la Roumanie, et l'Argentine, et en l'occurrence l'Afrique subsaharienne. Voilà. Ouais, et c'est quelque peu paradoxal, mais c'est comme ça que, en fait, je pense que ce qui se passe là-dedans, c'est la recherche de l'équation, c'est la main-d'œuvre qui est peu coûteuse au Maroc et qui fait que les coûts de production soient assez compétitifs. Voilà, le fameux outsourcing, c'est-à-dire que les grandes entreprises qui vont produire là où la main-d'œuvre est très faiblement rémunérée et on paye pas des taxes pour la protection sociale. Vous voyez, hein? Ouais, il y a toujours un pendant. Il y a toujours, voilà, tout à fait. Et puis dire aussi que dans l'évolution de l'industrie automobile marocaine, et enfin, il y avait l'Égypte aussi. Il faut pas oublier qu'il y avait l'Égypte, mais le Maroc a supplanté l'Égypte jusqu'à se placer maintenant deuxième après l'Afrique du Sud et 19e dans le monde. Ouais. Voilà, 19e dans le monde. Donc, il y a un frémissement qui est tout à fait visible et très fulgurant. Et j'avais donné un chiffre, en fait, la projection en 2020, c'est 165 000 emplois aussi. 165 000 emplois, ce qui n'est pas peu de choses. Ouais. Bon. Oui, Caro? Non, mais j'allais dire, est-ce que ça a des retombées sur le reste? Est-ce que ça fait des petits, tout ça? Est-ce que ça a des retombées sur le reste de l'Afrique? Pas nécessairement, là, oui. Parce que ça va au Maroc, là. Oui, mais il y aura nécessairement une influence. C'est quelque chose quand même qui est en construction. On construit aussi les marchés d'écoulement des produits. Bon, il faut savoir que, l'Afrique aussi, il faut le dire, il y a de la pauvreté. Tout le monde ne peut pas se permettre une voiture neuve en Afrique. Il y a une certaine élite qui peut se le permettre. Donc aussi, les constructeurs regardent aussi ce côté-là. Il faut qu'il y ait l'indice du développement humain. Oui. Voilà, ça c'est très important évidemment pour pouvoir trouver qu'un marché soit évidemment un bon marché. Mais il y a des choses qui se font, et puis on a espoir évidemment que le Maroc pourra bien écouler ses véhicules aussi en Afrique noire. Ouais, ce que je veux ajouter également, effectivement, c'est que voilà, on formule le vœu que ça finalement cette industrie-là profite à toute l'Afrique. Parce que il faut le mentionner, c'est un continent extrêmement enclavé. D'un pays à l'autre, ça se passe pas comme entre le Canada et les États-Unis. Et donc, tout compte fait, quand c'est enclavé au plan des voies de communication, c'est également enclavé au plan même de l'information. Donc, beaucoup de choses qu'on développe comme ça ne sont pas, les gens ne sont pas au courant. Les gens ne savent pas que, beaucoup de gens ne savent pas qu'on produit des véhicules. Je dis la majorité de la population, je pense, ne sait pas qu'on produit des véhicules dans des pays comme le Maroc et qu'on peut acheter moins cher. Et dans tout le marché du véhicule, le taux d'équipement, comme l'a dit le professeur Goma, le taux d'équipement des Africains est extrêmement faible. C'est unique. Ça représente 2% de l'industrie mondiale. L'industrie automobile africaine. Donc, on pense que progressivement, avec le désenclavement de l'Afrique, et on a vu récemment que le Maroc est retourné à l'Union africaine. Le Maroc qui essayait plutôt d'adhérer à l'Union européenne est venu après des décennies, est revenu donc à l'Union africaine. Je pense que ça va permettre d'envisager tout ça, d'envisager que cette industrie est de l'influence. Je dis influence sur tous les plans, influence sur le plan de vente des véhicules et peut-être de donner des idées aux autres pays. Ok, très bien. Mais je vais quand même, le temps passe, et il faut qu'on aborde quand même rapidement le deuxième versant de l'industrie automobile au Maroc, qui sont les véhicules qui sont fabriqués au Maroc. Ce n'est plus les constructeurs internationaux. Maroc autonome, là. Voilà, le Maroc autonome. Quoique,
quoique, quand même, il y a certaines parties du véhicule qui sont fabriquées toujours ailleurs et qu'on fait venir le moteur, par exemple, et le châssis. Voilà, ces deux éléments qui font presque l'épine dorsale dans la fabrication d'une voiture et qui continuent à dépendre, n'est-ce pas? Alors, on va parler d'une personne. La personne, c'est Abdelsam Laraki. Et la marque authentique de la voiture marocaine s'appelle la Laraki, du nom de son concepteur, de son designer. Moi, j'imagine une autosport avec Ben un nom oui, comme absolument, ça, t'as bien vu. Hein, je suis pas bonne en auto, mais ça... Alors, le truc, c'est que ce jeune monsieur qui est très très jeune, qui a la trentaine encore, qui a fait ses études en Suisse et en France, c'est un designer. C'est un designer qui excellait plutôt dans les yachts. Le roi du Bahreïn, par exemple. Il n'y a qu'un pas entre le yacht et l'auto. Et l'auto, mais bien sûr. Il a fait d'abord dans le yacht. C'est lui qui faisait d'ailleurs, qui dessinait les yachts du roi du Bahreïn. Voilà, ces pays très 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 riches. Et de là, en fait, il y a une petite histoire avec ce monsieur-là. En 1999, il est en villégiature à Paris avec son épouse. Et il passe devant un constructeur auto où était présentée une belle Lamborghini. Il regarde la Lamborghini, il dit à sa femme, mais moi je ferais mieux que cela. Allez, on était en 1999. On en dessine une. Eh ben, il en dessine une, et la femme croyait que c'était une blague. Et de 99 à 2001, il fabriquait sa première Laraki. Fulgura, une très 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 belle voiture qui a été présentée au salon de l'automobile de Genève en 2002. Alors, ce qui se passe là, c'est-à-dire que la beauté de la voiture, toutes les personnes qui visitaient le salon, ils pensaient que c'était encore une italienne. C'était une Lamborghini, comme une Lamborghini, la Ferrari, toutes ces voitures, belles voitures italiennes. Et le monsieur était juste à côté, en train de rigoler, dire non, c'est 100% marocain, c'est pas une voiture italienne. Alors, c'était formidable. Donc en 2001, la première voiture qui est sortie, donc qu'il appelait la Laraki Fulgura, très très belle voiture qui était fabriquée à 99 exemplaires seulement. Quelque temps après, il passe à une étape supérieure, c'est-à-dire qu'il vient fabriquer la Laraki Borak. La Laraki Borak, qui est la deuxième voiture de ce constructeur, qui est présentée au Salon international de l'automobile de Genève. Toujours de Genève, il était en Suisse quand même, hein, donc il y a quand même des liens qui se sont... Il y a de l'argent là aussi quand même. Voilà, il y a de l'argent là-bas, et ça c'est en 2005. En 2005, c'est une belle voiture qui rivalise les autres voitures connues. Et elle est construite maintenant au Maroc. Bien sûr, construite au Maroc. Et la troisième alors, qui a fait fureur en Californie, c'est la Laraki Epitome. Alors, ça, c'est vraiment une voiture, quand vous la regardez là, elle est sport. En plus, on n'a pas signalé que c'était des voitures sport. On l'a supposé. Voilà, on l'a supposé. Ah, tu l'as supposé, tu l'as bien supposé. Alors, donc voilà une voiture qui était alignée sur le châssis de la Chevrolet Corvette C6 et qui développe jusqu'à 1200 chevaux vapeur de puissance. Ça, c'est énorme. Oui. Donc voilà un peu ce qui se fait un peu au Maroc. Donc avec ces deux versants qu'on a bien cités, c'est-à-dire les constructeurs internationaux qui viennent s'installer au Maroc, qui travaillent le marché marocain pour fabriquer leurs marques, et puis d'un autre côté, ce frémissement avec une personne qui fabrique la première voiture marocaine en 1999, monsieur Laraki Abdel Salam, qui est un jeune de trentaine d'années seulement, très ça. Ambitieux. Est-ce que vous avez le mot de la fin, Monsieur Sobot? Est-ce que vous avez 30 secondes? Vous avez quelque chose à ajouter? Je voulais juste ajouter que je lis à l'instant que le directeur technique de Laraki s'appelle Peter Tutzer et que c'est un ancien de Bugatti. Bugatti qui est comme une succursale de Volkswagen. Donc c'est pour dire que c'est marocain, mais c'est quand même une firme qui est ouverte à la coopération internationale. Oui, on peut le dire.
Voilà, mais merci beaucoup, Jean-Marc Sobot, journaliste. Merci infiniment. Merci, Georges Goma. Ben, avec beaucoup de plaisir. On continuera notre survol de l'industrie automobile. Et on ira au Ghana cette fois-ci. Ah, au Ghana. Ben, et là-bas, c'est du 100% ghanéen. Hein? Ah ben, le moteur fabriqué là, le châssis là, et tout le reste là. Et la totale. Merci beaucoup. Évidemment, avant de terminer, on va parler de l'actualité internationale.